Amis téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à cette émission, votre émission économique désormais, qui va vous donner la possibilité de comprendre comment évolue l'actualité, sinon l'activité économique de notre pays. Et cette fois-ci, à travers l'espace que vous offre MNTV à l'occasion, vous avez la possibilité de nous faire parvenir vos SMS à travers le numéro qui sera tout à l'heure affiché au bas de votre écran. Et je ne suis pas seul, je suis accompagné, sinon j'ai reçu comme invité Sylvain Sociala, qui est un économiste, homme honnête comme on le dit, parce qu'il est membre du Parti communiste du travail et au sein de son parti, il émet des idées et il est qualifié d'homme honnête. Et de l'autre côté, j'ai reçu monsieur Gilles Lutran Gabangui, il est le directeur général de la société Agro-Congo, et puis M. Tsingi Tsingi, directeur général de Challenge Futura. Alors, donc, déjà, nous bénéficions des services techniques au niveau de la régie de Rishi Funandé, au niveau de la sonore. Donc, nous sommes avec Herman Kompati, à la caméra, donc, bien entendu, Rodrigue Tsayunga et aussi Bourge Kodi. Alors, très rapidement, nous allons devoir commencer notre émission de ce soir. Chers invités, bonjour et bienvenue à MNTV. Bonjour, M. Foudou. Alors, première question, on parle de l'économie. Le thème de notre émission, c'est bien la création de l'emploi au Congo. Alors, quelle lecture déjà faites-vous de l'emploi, de l'état de l'emploi, si vous voulez, au Congo? Je commence avec vous, M. Tsingi Tsingi. Merci, M. Foudou. Écoutez, le problème de l'emploi est crucial chez nous. Je pense que c'est un vrai défi que les gouvernants doivent relever, notamment l'emploi des jeunes. Aujourd'hui, on sait que c'est un problème, je dirais, gravissime dans notre population, et notamment les jeunes, parce qu'on sait aujourd'hui que sur près de 600 000 enfants qui arrivent à l'école primaire, par exemple, au CP1, nous avons environ 150 000 seulement qui arrivent en 6e. Vous voyez, donc les 450 000 sont hors jeu. Ce sont les futurs chômeurs qui quittent l'école dès la classe de CM2. Ces 450 000 représentent 75% des enfants qui rentrent chaque année à l'école primaire, et vous en avez 75%, soit environ aujourd'hui 450 000 à 500 000 qui sont hors jeu, qui sortent, ce sont des déperditions scolaires qui sortent du système scolaire. Et tout. Sur les 150 000 qui restent, continuent à l'école et qui arrivent, il y en a à peu près 20 000 qui arrivent à l'université, à peu près, aujourd'hui, 20 000. Bien sûr, ces 20 000, encore une fois, vous savez, il y en a très peu qui trouvent de l'emploi. Donc c'est un problème gravissime pour nous aujourd'hui. Donc, pour commencer, si vous voulez, voici comment je vois le problème de l'emploi. En même temps, je dois dire aujourd'hui, qui sont les acteurs qui sont capables de créer des emplois? Le premier acteur, c'est naturellement le gouvernement qui a un rôle important à jouer, ce rôle de leadership, ce rôle de facilitateur. Il a un très grand rôle à jouer, j'espère que nous allons développer sur ça. Vous avez quand même là les entreprises, et là il y a très peu d'entreprises. Malheureusement, les Congolais créent très peu d'entreprises. Nous sommes, je crois, 183e pays en matière de climat des affaires et de création d'entreprises et tout, sur 185 ou 187. Donc on est dans les derniers. Donc on crée très peu d'entreprises aujourd'hui qui peuvent permettre la création d'emplois. Et rajoutez que vous avez l'État, qui lui-même aussi est un gros employeur. C'est, je crois, le troisième à mon avis, puisque 13% des gens sont employés par l'État, environ, quoi, disons. Et tout. Il y a 60 000 fonctionnaires, puis à peu près, je dirais, quelques entreprises publiques qui emploient des gens, et le secteur privé qui emploie à peu près 13%. Le plus gros, les 78%, c'est le secteur informel. Oui, 78% des Congolais exercent ou ont des emplois dans le secteur informel. C'est notre plus gros employeur aujourd'hui. Voilà ce que je peux dire tout de go en commençant.
Monsieur Ngabani, est-ce que aujourd'hui, on peut penser que, puisque l'anathème vient tout à l'heure d'être jeté sur le gouvernement, le président de la République déjà avait pensé, dans le chemin de l'avenir, créer annuellement 40 000 emplois. Vous êtes sûr que c'est possible d'ici 2016? Bonsoir. Je pense que c'est possible de créer des emplois d'ici 2016. Il suffit juste de bien structurer ce projet-là. Un exemple dans le secteur agricole. On est en 2014 déjà. Nous sommes en 2014. 2016, c'est dans 2 ans. Combien d'emplois créés, à peu près? Ce que nous pouvons créer dans 2 ans. Déjà ce qu'on a créé. Est-ce que c'est visible? Oui, c'est visible. Nous avons le village agricole. Nous avons l'université. Nous avons le secteur agricole. Nous avons les champs qui ont eu le secteur, comment dire ça, la société agricole qui est venue du Brésil, qui emploie énormément de jeunes dans le secteur rizier et dans le secteur du maïs. Donc c'est possible. Il suffit juste que les jeunes ou ceux qui ont besoin de l'emploi se rapprochent de ces sociétés-là pour demander de l'emploi. Honorable, je voudrais savoir comment ça se passe. Quel est le véritable rôle aujourd'hui de l'ONEMO quand on parle emploi? Et on sait qu'on peut lire à travers les dépêches de Brazzaville, ce n'est pas une publicité, à travers les dépêches de Brazzaville, offre d'emploi, mais on vous impose un certain nombre d'années d'expérience. Que fait l'État à ce niveau pour aider la population, sinon ceux-là qui voudraient avoir de l'emploi, à en acquérir au plus facilement? Merci, M. Fondou. Non, ce qu'il faut retenir sur le plan purement économique de ce secteur de l'emploi, ou du travail ou du chômage, en particulier, le journaliste Senghel l'a dit, l'emploi des jeunes, c'est retenir qu'en termes d'emploi, il y a ce qu'on appelle l'emploi. L'emploi en tant que tel renvoie à la capacité d'un individu à satisfaire une demande exprimée par une entreprise. Ce qui suppose qu'au niveau de cet individu, il y a la capacité d'assimilation, il y a la présentation de la maîtrise du savoir. Et aujourd'hui, on peut dire qu'il y a les emplois au niveau de l'économie du Congo qui ne sont pas satisfaits parce que l'équation emploi-formation n'est pas toujours garantie. Et donc, il y a ce cas-là de figure. Et il y a ce qu'on appelle le chômage faute de travail. C'est-à-dire, il l'a dit encore, que nous avons un certain nombre de jeunes qui sortent de l'université annuellement et ces jeunes-là ont besoin d'aller vers le marché de l'emploi pour s'assumer. Et cela répond à ce que toute économie fait, c'est de créer l'économie de l'offre, c'est de travailler à augmenter à la création des entreprises, parce que l'emploi est le fait des entreprises. Ce qui fait que j'ai beaucoup d'admiration pour notre jeune qui est déjà patron d'une entreprise. Et l'État devrait travailler, l'État travaille à créer les conditions de création, d'émergence des entreprises. La libéralisation. Oui, il y a plusieurs mécanismes pour faire que l'initiative privée s'exprime, la création d'emplois se développe pour justement absorber cette masse de jeunes qui sortent des instituts, qui sortent de formation. Il faut quand même retenir que le Congo, c'est un pays de 3 millions à peu près d'habitants. Et qu'en population active, nous avons à peu près 30% ou 10% de cette population. Au regard des ambitions qu'affiche le pays, l'émergence à terme, les grands travaux qui se déploient ici et là, les municipalisations avec ce que cela comporte de travaux immenses, il est possible, avec un peu d'ajustement, que le marché de l'emploi au Congo soit même déficitaire par rapport à la demande en termes de... Un emploi décent. Un emploi décent, pourquoi pas? Un emploi décent. Le code du travail est respecté. Le code du travail est respecté. Mais là, il faut revenir à l'héritage du Congo et des autres pays d'Afrique. Tsenge l'a dit, nous sommes dans un domaine où toutes les entreprises n'obéissent pas aux normes de l'OHADA. Nous travaillons dans l'informel de longue date. Il faut un temps d'adaptation pour que ce cadre comptable, qui est l'OHADA, soit appliqué à notre système économique. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, et pas seulement au Congo, mais en Afrique. C'est pour ça qu'il y a eu la nécessité justement de mettre en place cet outil qui est l'OHADA, pour que progressivement chacun comprenne qu'il faut aller
vers le secteur plus formel qui est comptabilisé et qui permet à la statistique de travailler et de donner les éléments de décision plausibles. Mais nous sommes redevables de notre passé, il faut s'y faire et laisser un peu du temps au temps pour que cela se passe. Mais ce qui est vrai, je crois que le Congo a de la potentialité, en termes de financement surtout. Le Congo a de la volonté en termes politiques. Le Congo a des conditions de travail pour que la fonction production travaille. C'est les conditions de paix qui sont créées dans ce pays. Le Congo a beaucoup d'avantages en termes de flux circulatoires à travers des immenses efforts d'infrastructures qui sont déployés. Et si ce cap-là est maintenu, c'est un pays qui devrait se sentir à l'aise en termes d'utilisation de sa population active. En tout cas, chers téléspectateurs, nombreux d'entre vous voudraient bien comprendre. Le président, lui, il parle de 40 000 emplois par année. Alors, nous sommes une population, l'honorable Sylvain Sosela venait de parler tout à l'heure, de 3 millions d'habitants. Voyez-vous, 3 millions avec une jeunesse certainement de 2 millions d'habitants. Alors, imaginez 40 000 emplois par année, 40 000 fois 5 ans, supposons. Ça ferait à ce que déjà, on doit savoir qu'il y a déjà une partie de la population, de la jeunesse qui a de l'emploi, mais il reste une autre partie. Donc, quitte à cette partie-là de pouvoir se partager donc les 40 000 emplois. Vous pensez que facilement, quand on voit un Chinois arriver au Congo, employer un certain nombre de jeunes, où les jeunes sont, selon ce qu'ils disent, maltraités, ils sont mal payés, alors que l'expatrié qui arrive est bien payé. Vous pensez qu'en ce moment, on peut parler d'un emploi décent pour la jeunesse congolaise, sinon pour la population congolaise, M. Tsengi? Écoutez, on ne peut pas être plus royaliste que le roi. Écoutez, c'est à nous de... Moi, je suis assez effaré, je suis assez choqué de rentrer dans certains supermarchés à Brazzaville et de voir que même à la caisse, on trouve un étranger, un Indo-Pakistanais, pour ne pas les citer, qui tiennent la caisse. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas des compétences? Et les Congolais sont vigiles. Et les Congolais sont où? Ça veut dire qu'on n'a même pas des gens pour tenir la caisse. Je suis content de voir au casino, il faut dire les choses. Casino, c'est des Congolais et des Congolaises qu'on voit à la caisse. Mais je suis surpris de voir dans certains supermarchés, vous voyez que c'est un étranger, comme s'il n'y a pas des Congolais. D'ici quelque temps, on va voir, même, ce n'est pas de la xénophobie, mais nous voudrions que les étrangers qui viennent nous apportent ce que nous ne pouvons pas faire. On ne veut pas voir les Chinois demain aller faire des beignets au coin de rue comme nous. On ne voudrait pas voir ça. Ce qu'il y a de grave, je pense, c'est qu'il y a des choses que le gouvernement doit faire au niveau de la réglementation, au niveau des conditions de l'exercice de certains métiers. Et nous avons pu le constater. Excusez-moi, je crois que le micro est parti. Oui, parce que effectivement, la population congolaise, sinon la jeunesse, quand on entend le discours du chef de l'État parler des 40 000 emplois, et il le dit dans son projet, donc le projet actuel du gouvernement, le chemin d'avenir, je crois que c'est tout le Congo, toute la jeunesse congolaise qui attend et voudrait savoir réellement, quand on parle d'emploi, c'est aller travailler aujourd'hui et demain de quitter cet emploi, errer ça et là pour ne rien faire. Parce que moi je pense qu'en fait, on peut créer beaucoup d'emplois. C'est sûr, le potentiel est énorme. Nous avons un pays qui a des richesses potentielles au niveau de ses terres cultivables, au niveau des mines, on n'en dira jamais assez. Et tout ça, ça peut être converti en fait en emploi. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que, si vous voulez, nous avons quand même un certain nombre de choses qui sont posées, je dirais des actions qui sont posées par le politique, par le gouvernement, qui sont importantes, par exemple en termes d'attirer les investissements étrangers. Ça se passe aujourd'hui au niveau des mines et qui vont certainement, si tout ça est bien mis en œuvre, vont permettre la création d'emplois dans 5, 10 ans ou 15 ans pour des Congolais. Ça, c'est sûr. Je pense que ce sont des actes importants que pose le gouvernement aujourd'hui. Mais il faut dire que les Congolais, ces emplois risquent de ne leur pas revenir aujourd'hui. Comment ça? Mais
Parce qu'ils sont mal préparés pour ces emplois. Notre système éducatif a des problèmes importants. C'est-à-dire que la formation que l'on donne aujourd'hui n'est pas en adéquation avec les besoins réels que vont être ceux de ces entreprises demain. Nos jeunes sont très mal formés et aujourd'hui, si vous voulez, on pourra toujours dire il faut congoliser les postes. Oui, un privé, il va toujours vous dire ok, il va respecter la politique, il va vous remplir certains postes par les Congolais, mais les postes que les Congolais, parce qu'ils n'ont pas la compétence, ne vont pas tenir, seront tenus par les étrangers, tout simplement parce que notre niveau, notre système éducatif est un système éducatif qui n'est pas bon aujourd'hui, qui ne fournit pas des gens dont on a besoin aujourd'hui. Tenez, vous savez, on parlait tout à l'heure des 20 000 étudiants qui arrivent. Sur les 20 000, vous savez que les emplois vont être créés dans les domaines technologiques. Essentiellement, la plus grande partie de ces emplois, c'est les domaines technologiques. C'est-à-dire, c'est les domaines d'ingénierie, c'est les domaines techniques, ainsi de suite et tout. C'est la plus grande partie. Mais nous, notre système d'enseignement, c'est l'inverse. Vous savez que sur 20 000 étudiants qui arrivent chaque année, ben, vous en avez à peu près 19 000 qui sont en sciences humaines, en psychologie. Il y a des écoles, il y a des écoles de formation partout. Très peu, vous voyez, regardez, une école comme l'école nationale polytechnique, l'NSP, qui devrait être là pour les besoins d'industrialisation, parce qu'on va industrialiser le Congo, c'est ce que le gouvernement veut. C'est même un axe stratégique, c'est sur ça que le gouvernement veut baser le développement du Congo et l'émergence du Congo. Mais tenez, l'NSP, la promotion, c'est 30 étudiants. 30 étudiants chaque année. Et dans un espace qui est rikiki, c'est un ghetto. C'est un ghetto. 30 étudiants que vous allez former des techniciens, mais ça représente quoi par rapport aux enjeux? Rien du tout. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de faire l'extension? Et du coup, l'ambition du gouvernement est erronée. Mais écoutez, quand vous regardez cette ambition, comparez-le. Vous avez combien d'autres établissements qui font comme l'NSP? Il n'y en a pas? Quasiment. Parce que c'est là qu'on forme les ingénieurs, c'est là qu'on fait du génie chimique, du génie mécanique, du génie électrique, du génie industriel, du génie agroalimentaire, c'est-à-dire tout ce qui vous permet de faire l'industrialisation. Vous avez 30 étudiants, des promotions c'est à peu près 30 étudiants, mais c'est du pipi de chat ça. On ne peut rien faire, on ne pourra pas faire l'industrialisation du Congo avec aussi peu. Pourquoi on ne peut pas faire l'extension de l'NSP? Pour que ça soit plus grand, pour qu'il y en ait 300, pour que les autres se convertissent. Pourquoi tous ces gens vont en droit? Alors qu'ils vont tous être quasiment en grande partie, 90% de ces gens qui vont en droit ou en économie sont les futurs chômeurs. Bon, ok. Maintenant, quels sont les véritables mécanismes, sinon la politique du gouvernement pour pouvoir créer, sinon mettre en exergue sa volonté, celle de créer des emplois? Donc, il faut faire de l'incitation. Et là, je pense qu'il y a une grosse faiblesse au niveau du gouvernement. Il faut faire de l'incitation. Vous savez, au Congo, il y a peu de créativité. D'abord, notre génération à nous créons très peu. Parce que certainement, nous avons connu la partie du mono où tout était réglé pour nous. Quand nous étions des privilégiés, vous obtenez votre bac, vous avez la bourse pour aller en Europe et vous revenez, vous êtes casé. Vous savez, avec ça, vous ne créez pas. C'est une mentalité. Notre génération à nous n'est pas une génération de créateurs. Mais la jeunesse qui vient, elle est en train d'hériter des mêmes choses. Elle crée très peu. Nos étudiants, on ne les incite pas à la création. On ne les incite pas à inventer. On ne les incite pas à innover. On va revenir sur vous. On va revenir, M. Tingetingue. Honorable Sévère Social, nous voulons bien savoir ce que le gouvernement, sinon l'ambition du gouvernement pour pouvoir faire asseoir de l'emploi réel, de l'emploi véritable au Congo. Non, mais je crois que M. Tingetingue a balayé, nous a présenté le décor. Cela correspond aussi à notre histoire, comme je l'ai dit tantôt. Ce diagnostic a été fait de ce que, de longue date, le Congo a formé pour l'État, pour travailler comme fonctionnaire. Ce constat a été fait et qu'il fallait revoir les aiguilles pour orienter la formation vers quelque chose qui correspond aux attentes du XXIe siècle. Dans cet esprit, vous qui parlez du gouvernement, je crois que dans cet esprit, les autorités ont créé une université polytechnique. Hier, c'est ce que les autres ont fait de par le monde. La Norvège, la Suède, la France, la Grande-Bretagne. Que pour faire face aux défis
qui se profilait à l'horizon, qu'il fallait créer les écoles techniques correspondant aux normes internationales. C'est ce que le gouvernement fait avec l'université Sassou Nguesso, qui a été créée au niveau du Parlement, qui a les financements à cela, géré par, le projet conduit par le conseiller du président, le professeur Obenga, pour répondre à ce qu'il dit. Le gouvernement, qu'est-ce qu'il peut faire puisqu'il y a les ambitions et que sur le plateau, sur le terrain, il y a peut-être manque de demande adéquate à ces propositions d'offres. C'est toujours recourir ici et là au monde international pour suppléer cela. Mais c'est à nous. Vous savez qu'en termes de formation, l'État enseigne et l'homme éduque. L'éducation, c'est un rapport à la famille, c'est un rapport au privé. C'est l'enseignement qui a un rapport à l'État, au gouvernement. Le gouvernement enseigne, mais chacun de nous se forme. Et puis, comme il le dit, il y a une projection sur ce que devraient être les emplois de demain. Il y a les parents qui se serrent la ceinture pour envoyer leurs enfants en formation dans des universités spécialisées de par le monde. Il ne s'agit pas seulement des étudiants sortis des universités locales. Ailleurs, chacun pense à cela pour faire face demain aux défis, aux postes qui vont être pourvus. C'est ce problème-là. On voudrait voir aussi le Congo former des jeunes en pétrochimie. Absolument, ça relève pour justement remplacer, demain cela. C'est la mission confiée à l'université Sassou Nguesso. Je crois qu'il faut qu'on puise là-dedans avec pour devise rigueur, excellence et lumière pour le Congo de demain. Honorable, avant d'arriver à monsieur Gilles, une question posée par nos téléspectateurs. Le Congo fait face à un chômage massif des jeunes. Beaucoup d'étudiants sortent de Maringouabi, diplômés, mais ont du mal à trouver un emploi. Les zones économiques suffiront-elles, elles seules, à renverser la courbe de ce chômage? Concernant la recherche d'emploi, il est très difficile pour un citoyen congolais lambda qui n'a pas de carnet d'adresse solide de travailler dans les entreprises comme la SNPC, les grands travaux, RMP et autres. Alors, comment l'État envisage-t-il réguler ce phénomène de passe-droit afin que l'égalité des chances en République du Congo ne soit plus une simple vue de l'esprit? Il dit la question est adressée à M. Siala. Oui, je comprends cela. Ce qui est vrai, c'est que face à une rareté, face à l'exiguïté du marché, face à la petitesse de l'offre, les phénomènes que notre spectateur, notre auditeur la question formulée, oui, qui le formule, ce sont des problèmes vécus, des problèmes pertinents. Mais il faut travailler plutôt à élargir le champ de l'offre. Et ce champ de l'offre va être élargi de sorte que c'est même les entreprises qui auront besoin des compétences. Sinon, au lieu de rejeter les compétences pour aller dans le clientélisme. Aller travailler aux grands travaux. Le grand travaux, ce n'est pas une entreprise. On ne devrait pas aller vers les grands travaux qui est une administration. La SNPC est encore une entreprise d'État. Il faut même viser les grandes entreprises internationales privées où la rigueur professionnelle te pousse à t'émanciper. Vous voyez, pour l'heure, nous avons trois secteurs forts. C'est le secteur primaire, avec les sociétés pétrolières minières, Tsenge le disait, et quelques entreprises nationales. Mais demain, lorsque nous aurons créé l'initiative privée, à l'instar de notre jeune, et que les entreprises vont pousser, je vous assure que c'est la SNPC, c'est les grands travaux qui vont courir à augmenter les salaires à leur niveau pour débaucher. Parce que les gens veulent s'exprimer, ça se fera. Ça se fera, mais il faut créer les conditions justement de création d'emplois. Et il faut travailler à mettre dans la tête des Congolais que l'initiative privée, c'est un secteur d'émancipation de l'homme. Former donc le cadre congolais, le citoyen congolais, à aller vers la création d'entreprises privées, individuelles, familiales, et qui va continuer, plutôt que d'aller toujours vers ce qui est État, qui est corseté, qui a des dérives que lui décrit, qui sont exactes, mais qui t'abaissent.
Il ne faut pas aller dans ce secteur-là. Il faut travailler à créer dans un secteur qui t'élève. Monsieur Gilles, oui, en tout cas 30 secondes. Oui, vous savez, les Congolais se battent. Aujourd'hui, il y a une nouvelle génération des Congolais qui essayent de créer des entreprises. Beaucoup se cassent la gueule. Beaucoup se cassent la gueule tout simplement parce que l'environnement est extrêmement difficile pour les Congolais. C'est là qu'il faut agir. C'est là qu'il faut agir et que c'est au niveau du gouvernement, là, ils doivent agir pour enlever ces difficultés, ces entraves qui font que les Congolais, quand ils commencent à entreprendre, ils ont tellement d'obstacles qu'ils finissent par abandonner. Parce que les entreprises, on les crée. Moi, j'ai une entreprise. Et quels sont ces obstacles? Je vous prends un exemple qui est très simple. Le Congo a choisi l'industrialisation pour se développer. Et nous, on est Challenge Futura. Tout le monde a vu nos bateaux, a vu qu'on était capable de construire des petits bateaux. Mais vous savez, malgré le fait que tout le monde l'a vu, malgré le fait que nous avons écrit au gouvernement à plusieurs utilisateurs, vous savez, les douanes utilisent des petits bateaux, des petites vedettes comme ça. Vous avez la police utilise ces vedettes. Vous avez l'armée, la marine utilise ces vedettes. Vous avez l'économie forestière qui utilise ces vedettes. Vous avez, en fait, vous en avez plein. Et malgré tout, ces gens continuent à commander à l'étranger. C'est-à-dire à faire satisfaire ce besoin par des entreprises étrangères. Mais ça veut dire quoi? Les emplois, ce sont ces entreprises-là. C'est à ces entreprises étrangères qu'on va créer plutôt que de commander à Challenge Futura. Si on commande à Challenge Futura, qu'est-ce qui va se passer? Ben, nous, on aura la possibilité de recruter des ingénieurs, de recruter des Congolais. Parce que nous aurons du grain à moudre, nous aurons à fabriquer des bateaux peut-être pendant 2 ans, 3 ans, c'est de l'emploi permanent. Vous pouvez développer une stratégie de développement industriel. Voilà par exemple un problème qui est relativement simple. Pourquoi on ne peut pas faire ce genre de choses? Tout simplement, pourquoi on ne peut pas faire ce genre de choses qui permettent à des Congolais de créer des emplois parce qu'ils ont de l'activité, parce que le gouvernement, au lieu d'aller acheter les bateaux en Chine ou en France, il les achète chez un Congolais qui est capable de le faire. Voilà par exemple des contraintes auxquelles les gens sont confrontés. Mais nous, après, vous êtes en situation précaire et vous finissez par vous casser la gueule et tout le monde vous dit, vous voyez, ah ben ça ne marche pas les histoires de Congolais. C'est trop facile, c'est trop facile. Il y a quelque chose à faire au niveau incitation. Et je pense qu'il faudrait que nous y revenions à un moment donné pour parler de ce qu'on peut faire au niveau incitation. Aussi bien au niveau des gens ici au Congo, des jeunes, des étudiants, que de notre diaspora. Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau incitation? Je voudrais qu'à un moment donné, on en parle réellement parce que c'est là que se trouve la clé des choses. Alors, cher Gilles Lutran Ngabangui, on veut savoir, est-ce que la jeunesse, en tout cas, s'arrange comme ça, comme vous, à créer de l'emploi, à créer des entreprises? La jeunesse, quel effort fournit-elle dans le cadre de la création d'emplois? Je parle là d'emplois décents. Ben, il y a les jeunes qui essayent de créer des emplois. En dehors de Véron Mankou, on ne peut plus citer? Oui, il y en a beaucoup. Comme vient de dire notre frère M. Tsengue Tsengue, il y a beaucoup qui se cassent la figure. Parce que ces jeunes, ils ont la volonté, ils ont les idées, leurs projets sont viables, mais il y a tellement d'obstacles qui font en sorte que ces jeunes n'arrivent pas à aller jusqu'au bout de leur projet. Mais qu'est-ce qu'il faut faire quand on sait qu'un entrepreneur, comme même, c'est-à-dire qu'un jeune ou alors un cadre qui veut créer une entreprise, mais toujours influencé par l'homme politique qui veut savoir, bon voilà, il faut prendre mon frère, il faut prendre ma soeur. Et quand cela n'est pas fait, vous voyez, il y a comme une pression, comme une influence. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement dans ce genre de figure? Qu'est-ce qu'il faut faire? Que doit faire l'État? Bon, si un jeune veut créer un emploi, il a un projet. C'est vrai que c'est très difficile d'arriver à rencontrer le gouvernement ou les ministres. Il y a des partenaires qui sont là pour ça. Il y a un ministère qui existe? Oui, il y a des partenaires qui sont pour ça. Et les institutions qui sont mises en place pour ça. Aujourd'hui, les jeunes doivent se rapprocher de ces ministères ou de ces associations pour présenter leurs projets. Beaucoup sont ceux qui disent qu'il n'y a pas d'emploi au Congo, mais qui ne font rien pour en avoir. Un jeune qui se met à dormir jusqu'à 10 heures, comment veut-il avoir un emploi? Même l'honorable qui est là, il se réveille à 7 heures du matin. Il part au boulot. Les jeunes ont tendance à dire qu'il n'y a pas de boulot, mais ils ne font pas les efforts pour en avoir. Aujourd'hui, je ne suis pas le seul jeune qui a essayé d'ouvrir une entreprise. C'est vrai qu'il y a d'autres qui ont réussi. Vous donnez l'exemple de Véron Mankou, mais il n'a pas réussi dans la facilité. Il a eu à se battre, il a eu à convaincre certaines personnes de l'aider à mettre son projet en valeur. C'est vrai qu'il y a des difficultés, mais ce n'est pas ça qui empêche d'essayer.
C'est pas parce qu'aujourd'hui, un s'est cassé la figure que moi je veux pas essayer. C'est pas parce que l'autre s'est cassé la figure. Honorable, on va revenir. On va tout à l'heure d'abord la pub et pour revenir après, continuer notre émission. Bienvenue dans le monde Africard. Aujourd'hui, on gère en famille. Monsieur Osala est fonctionnaire à Brazzaville. Sa femme réside à Pointe-Noire et sa fille fréquente à l'étranger. Il a acheté sa carte Africards en même temps que celle de sa femme et de sa fille. À chaque fin de mois, il charge leur carte depuis Brazzaville pour des besoins familiaux, soit en cash, par chèque, par virement de son compte via U-Direct. Par ce moyen, Osala est rassuré car il sait que sa famille aura instantanément le montant recherché. Sa femme retire l'argent pour les dépenses mensuelles de la maison et sa fille gère son argent de poche et sa scolarité. En plus, Osala a recommandé Africards à tout son entourage et ils peuvent se soutenir mutuellement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En cas de besoin, à partir de l'accès à leur carte via le site web. N'est-ce pas génial? Véritablement génial. Africards, votre carte Visa prépayée rechargeable avec ou sans compte bancaire, vous attend dans les agences UBA et chez tous les revendeurs agréés. Africards. Mieux qu'une simple carte bancaire, un ensemble de solutions. UBA Africa's Global Bank. Bienvenue dans le monde Africards. Encore une autre astuce Africards. Aujourd'hui, on fait des opérations. Vous allez en pèlerinage ou simplement pour des vacances bien méritées. Pour éviter les tracasseries de tout genre, une seule solution. La carte Visa prépayée Africards. Vous, mesdames, vous adorez le shopping. Vous, étudiants et internautes, vous souhaitez effectuer vos achats en ligne. La carte Visa Africards est la solution. Achetez dès maintenant votre carte Africards, chargez-la et faites vos opérations en toute sécurité sur Internet et dans tous les commerces munis d'un TPE. N'est-ce pas pratique? Très pratique. Africards, votre carte Visa prépayée rechargeable avec ou sans compte bancaire, vous attend dans les agences UBA et chez tous les revendeurs agréés. Africards. Mieux qu'une simple carte bancaire, un ensemble de solutions. UBA Africa's Global Bank. Après la pub, nous revenons sur ce plateau pour continuer à débattre sur notre thème. Nous avons parlé, et nous sommes en train de parler plutôt de la création de l'emploi au Congo. Nous rappelons tout de même que l'émission est coordonnée par Eli Smith. Alors, on parlait de la place de la jeunesse, la véritable place de la jeunesse dans la création d'emplois. Avant de revenir à vous, on voudrait prendre l'honorable Sébastien Sel. Non, merci. Je voudrais seulement dire un mot en regard de ce que mes deux collègues ont dit. Je crois que des choses qui étaient fortes. Déjà, à l'endroit de M. Senghé, il décrit les blocages dans le système de décision. Il y a comme une espèce d'aversion à prendre des risques, de sorte parce que le processus n'arrive pas à son terme. Mais ce processus n'arrive pas à son terme par le jeu de la corruption. C'est la corruption qui vient mettre des grains de sable dans les éléments de décision. Mais la corruption, ça se combat. Ça n'a rien d'homme politique qui obère quelque chose ici et là à son gré. C'est l'homme politique, c'est le citoyen, c'est le responsable qui, quelque part, privilégie la facilité par le biais, par le fait de la corruption. Lorsqu'on va combattre la corruption, il n'y a pas de raison qu'un constructeur de bateau local, à moins de frais, soit délaissé et soit préféré à quelqu'un qui est de l'extérieur, quelquefois, qui coûte plus cher au système dans son ensemble en générant les coûts d'opportunité. Ce n'est que de la corruption qui doit être combattue par les médias, par la connaissance du fait lui-même, et qu'on en parle, qu'on cite les responsables, qu'on les indexe, et qu'on les pousse à aller vers la norme, vers la droiture. Donc, ce n'est que le fait de la corruption. La corruption n'a pas duré de vie éternellement. On reviendra à des choses plus respectueuses des normes, plus respectueuses
du coût minimum pour prendre la décision à qualité égale. Notre frère Jules a avancé des choses en termes des jeunes qui devraient aller vers l'emploi. Je le dis qu'au niveau des emplois, surtout de la jeunesse, cette jeunesse doit comprendre qu'il y a d'abord le fait de la formation, de donner de l'instruction, de donner la connaissance qui est de la responsabilité de l'État. Les entreprises, les institutions sont en train de créer des cadres propres, adéquats pour cela. Mais en dehors de cela, de ce qu'il dit, il y a le fait de l'éducation qui est propre à chacun, qui est privée, qui relève du choix. Vous pouvez avoir les mêmes diplômes, vous pouvez sortir des mêmes écoles, vous n'avez pas la même éducation, vous n'avez pas le même allant vers la recherche de quelque chose. C'est là que les familles doivent s'impliquer, les amis doivent s'impliquer, les médias doivent s'impliquer pour que l'homme soit à la fois formé et éduqué. Est-ce qu'il y a là encore de l'espoir pour la jeunesse dans le cadre de la création de l'emploi? La jeunesse? Oui, bien sûr que oui. Aujourd'hui, un exemple que je prends moi-même, j'ai eu à créer une entreprise où j'emploie plus de 10 personnes, Congo Agro. Si aujourd'hui plus de 10 jeunes peuvent faire la même chose que moi, vous voyez que ça fait de l'emploi de plus. Ce qui fait en sorte que... Est-ce que les portes du ministère des PME sont ouvertes? Bien sûr que oui. Moi-même, j'ai déjà eu un prêt du Fonds de soutien à l'agriculture. Beaucoup de gens me disaient que tu es trop jeune, on ne te donnera pas le prêt, il faut laisser tomber. Qu'avez-vous fait? Est-ce que vous n'êtes pas parenté avec... Pas du tout. J'ai fait un projet qui était viable, que je suis venu présenter au Fonds de soutien. Ils m'ont vu en tant que jeune. Ils étaient un peu étonnés. Ils sont venus vérifier si effectivement ce jeune faisait de l'agro-pastoral. Ils sont venus sur mon site, ils ont visité, ils ont apprécié et ils m'ont octroyé ce prêt. Donc, il n'y a pas question de famille. Les gens disent que bon, faut être parenté, etc. Moi, je connais personne là-bas au Fonds de soutien, mais j'ai reçu un prêt. Donc, je suis un exemple pour dire à tous ceux qui pensaient ne pas avoir un prêt parce qu'ils n'ont pas de parents là-bas, d'y aller et de dire aux jeunes d'arrêter de toujours penser que la fonction publique peut tout résoudre. Aujourd'hui, si vous avez un projet, pourquoi ne pas essayer? La fonction publique, c'est bien, c'est vrai, mais si vous pouvez créer de l'emploi, il y a une phrase qui dit « Ne pensez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais pensez ce que vous pouvez faire pour votre pays ». C'est dans cette initiative que j'ai créé, j'ai mis en place la société Congo Agro pour apporter ma pierre à l'édifice. Quand le président de la République dit « Les jeunes doivent travailler », l'emploi pour tous, c'est pour tous ceux qui ont l'âge de travailler. Il n'a pas dit « Tout le monde doit venir à la fonction publique ». Il a dit « Tous ceux qui ont la possibilité de travailler, de mettre leur travail à la disposition de l'État ». C'est vrai qu'il y a un problème de formation qui est là, mais dans le secteur agricole, un exemple. L'innovation peut aujourd'hui débloquer beaucoup d'emplois pour les jeunes. Et le secteur du riziculture qui aujourd'hui peut donner qui peut essayer de combler le problème d'emploi à Brazzaville, au Congo. Nous, pratiquement, on ne produit pas, mais on peut commencer à produire au Congo. Il y a le problème de la formation. Et les jeunes, si les jeunes voient qu'ils n'ont pas les compétences, ils peuvent être formés dans les activités agro-pastorales ou dans les activités comme M. Tsenge là, qui est une société de bateaux, ils peuvent aller faire des formations là-bas. Et à sortir de là, ils peuvent faire un projet, aller présenter au gouvernement pour dire que voilà, nous on a appris quelque chose, on veut travailler pour le pays, aidez-nous. On ne veut pas des prêts, ils ont besoin de subventions. Parce qu'un jeune qui vient de commencer, vous faites un prêt à rembourser, vous voyez que c'est un peu difficile. On fait des subventions à ces jeunes, on met un service de contrôle pour vérifier que ces jeunes, effectivement, utilisent cet argent pour le projet qu'ils ont eu à dire. Je pense que les choses vont évoluer. On comprend, mais M. Tsenge, quels sont en ce moment les grands défis à relever dans le cadre de la création de l'emploi au Congo? Les grands défis. Alors là, moi je vais vous dire incitation. Le maître mot, c'est l'incitation pour moi, parce que je pense que, vous voyez, l'innovation sera désormais au centre de tout pour pouvoir gagner véritablement les combats du développement. Si nous ne sommes pas innovants, il n'y aura rien. Innovation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudrait que les gens puissent créer. Nos jeunes, nous, on est dépassé un peu notre génération parce que pour ce qu'on connaît, on ne crée pas beaucoup. Mais on peut pousser nos jeunes à créer, on peut les inciter à innover, à inventer, à créer des entreprises pendant qu'ils sont dans leurs études. Et là, c'est une mine importante. Il y a beaucoup à faire dans cette incitation de la jeunesse à créer, à innover, à inventer.
vous avez notre diaspora. Vous voyez, par exemple, notre diaspora, aujourd'hui, si vous donnez les visas aux Congolais, les jeunes Congolais vont tous partir. Et tous ceux qui sont partis ne reviennent pas. Mais quel gâchis, quelle perte. Vous vous rendez compte? Quelle perte pour le pays. Ils ne reviennent pas parce que les conditions ici ne sont pas favorables. Mais surtout, il n'y a pas aussi... Est-ce qu'il y a de l'incitation au retour? Il n'y en a pas. Il n'y a aucune incitation au retour des gens dans notre pays. Qui devait inciter? Mais le gouvernement, c'est le gouvernement. Regardez, au niveau du gouvernement, il n'y a aucun programme en faveur de la diaspora. Ça n'existe pas. Vous pouvez regarder, monsieur, je prends monsieur Siala à témoin, regardez le plan national de développement 2012-2016, vous verrez qu'il n'y a rien pour la diaspora. Il n'y a rien comme programme pour dire que nous avons un tel projet pour la diaspora. Mais vous savez, sur ce point-là, il y aurait à faire. Il y aurait à faire. Par exemple, la première des choses, c'est de connaître ces diasporas. Est-ce qu'on a même une enquête ? Est-ce qu'on connaît le profil type des Congolais de la diaspora? Est-ce qu'ils sont plutôt dans le commerce? Est-ce qu'ils sont plutôt des ouvriers, des ingénieurs? On ne connaît pas ce profil de la diaspora. Donc une enquête aurait pu être lancée. Deuxième chose, on aurait pu créer un comité interministériel dans lequel il y aurait le ministre du Développement industriel, le ministre de l'Économie, le ministre des Affaires étrangères, pour que justement on puisse adresser ce problème de la diaspora pour qu'il y ait un programme d'incitation au retour. Parce que trop de nos jeunes partent et ne reviennent pas. Ils vont donner tout l'investissement à l'extérieur alors que nous avons dépensé tellement pour eux. Vous savez ce que coûte quelqu'un comme moi? Moi, je suis sorti de l'école centrale de Paris après avoir fait l'école primaire ici et mon secondaire et le lycée ici. Vous savez ce que ça coûte de former quelqu'un de mon niveau? C'est extrêmement coûteux. Mais vous vous rendez compte si j'étais resté en France? Quel gâchis pour notre pays. Tous ces gens partent. Et j'ai entendu un directeur du lycée d'excellence ou de l'école d'excellence de Mbunda dire nos produits sont destinés à l'exportation. Oh, j'allais pleurer, je vous assure. Malheureusement, j'ai pas beaucoup d'argent. Le directeur de l'établissement. Le directeur de l'établissement. Mais c'est grave. Bon, je crois qu'il voulait tout simplement dire qu'ils sont destinés après leur bac à aller faire les études à l'extérieur. Mais on sait que s'ils partent, ils ne reviennent pas comme les autres. Mais attendez, on ne fait pas ça. Notre pays a besoin de ses enfants. On a besoin de nos enfants. Il faut des mesures d'incitation au retour. Quand vous avez créé un comité interministériel comme ça, quand vous avez une enquête qui vous dit qui est dans la diaspora, vous pouvez à ce moment-là développer une stratégie et qui peut être inclue dans un plan de développement comme le plan national de développement. Il n'y en a pas. C'est grave. C'est-à-dire que pour moi aujourd'hui, pour la diaspora, tout ce que j'entends ici, c'est de l'incantation. Il n'y a pas de programme, il n'y a pas d'action véritablement pour la diaspora pour dire que ces gens-là... Mais attendez, moi j'ai rencontré la plupart de ces gens de la diaspora. La plupart des Congolais ont envie de rentrer. Ils ont envie de venir donner à leur pays. Ils ont envie. Mais seulement, vous savez, quand quelqu'un est resté 10 ans en France ou aux États-Unis, il est déconnecté. Il est complètement déconnecté de l'environnement. Il a besoin qu'il soit accueilli. Il a besoin d'une espèce d'insertion. Il a besoin d'un certain soutien pour qu'il ne se perde pas. Et ces gens ont peur. Ils peuvent venir donner. Mais il faut un peu tout ça. Il faut cet accueil-là, cette insertion et un programme qui permette. Il n'y en a pas. Donc vous voyez de l'incitation. Honorable avec vous, y a-t-il des défis à relever dans le cadre de la création de l'emploi? Oh, mais je crois que c'est le leitmotiv. Tout responsable politique doit, avec ce programme-là, de faire face à ce que M. Tshisekedi vient de dire. Et encore que dans les pays comme les nôtres, le terrain ne peut pas être totalement poli. Il faut un peu le goût du risque. Il faut, à ceux qui veulent investir dans des pays comme des nôtres, prendre ce risque-là. Ce qu'il faut, c'est apaiser, c'est montrer l'exemple. Que lui, il l'a fait. Il l'a fait dans les conditions qui sont les siennes. Et il est là en train de resplendir, de faire honneur au pays. Il faut citer ces messieurs-là en exemple. Et c'est aussi un modèle d'incitation au retour. Surtout nous soutenir pour qu'on ne tombe pas. Parce que si nous tombons... On va revenir avec ça. Avant que vous ne tombiez... Parce que sinon, ça sera un mauvais signal qu'on enverra aux autres. Aux autres de la diaspora. Il faut nous soutenir. Nous qui sommes rentrés, nous qui avons pris le courage de rentrer, il faut nous soutenir parce qu'on ne tombe pas si nous on échoue. C'est l'honorable qui a la parole. Je vous en prie. Non, je voulais dire que nous avons ici des modèles, des prototypes de ces Congolais qui sont partis à l'étranger, qui ont appris. Parce que quand on est jeune, on est handicapé par le combat à entrer dans le marché du travail. Il faut toujours de l'expérience.
Et ici, on n'en a pas toujours, par le fait de la chance ou du hasard. Ils sont allés sous d'autres cieux, ils ont appris, ils ont envie de rendre au niveau de leur pays. Certains l'ont fait. Et nous tous, là, on est députés, on est ceci, on aurait pu rester en France. On était tenus par le bas de la veste. Est-ce que vous aimez votre pays? Oui, parce que quelque part, il faut prendre le risque pour revenir. Parce que les conditions ne seront pas toujours les conditions idoines, les conditions normales pour s'investir soi-même. Il faut un peu de goût, de goût du risque. Tous ceux qui ont réussi ont eu ce goût du risque. Sinon, on n'aurait pas eu les avions, sinon on n'aurait pas eu les bateaux. Ça coulait, ça allait droit dans le fond de mer. Donc nous avons ici des modèles de ce qu'ils ont fait. C'est aussi un élément de l'incitation au retour pour que cela vienne et que dans l'ensemble, le Congo brille de 1000 feux, d'un feu comme celui de Tsengue. S'il y en avait 10, 15, eh bien, ce serait franchement un grand soleil. Nous rappelons tout de même que l'honorable est aussi écrivain. Il a publié l'action économique du président Denis Sassou Nguesso. On nous dit ici que pour votre gouvernement Silva Social, il est diplômé de l'Institut français du pétrole en France et il enseigne les techniques de négociation des contrats pétroliers à l'université Marion Ngouabi. Comme tout le monde le sait, il est membre du Parti congolais du travail et deuxième vice-président de l'Assemblée nationale du Congo. Alors, l'honorable, il y a un téléspectateur qui voudrait savoir, puisque vous parlez tout à l'heure de la question des formateurs, il veut savoir d'où viendront les formateurs de l'université Denis Sassou Nguesso, puisque l'université déjà Marion Ngouabi connaît des sérieux problèmes en termes de formateurs. Non, c'est par module. Et Tsengue l'a dit, combien de grands cadres avons-nous dans les universités ailleurs de par le monde? C'est parce qu'il y a un déficit, il y a un manque d'appareils statistiques forts et fiables. Nous avons beaucoup de Congolais qui sont capables de venir rendre ici au niveau de Brazzaville, au niveau du Congo. Quand les facteurs bloquants seront résolus, seront anéantis, vous verrez qu'il y a des Congolais, vous serez surpris d'apprendre qu'ils sont vraiment des Congolais qui interviennent ailleurs, qui pourront venir. C'est toujours un problème de comparaison entre ce qu'ils sont là-bas et ce qu'on leur réserve ici. Et ça, au niveau de l'université, ces efforts peuvent être réalisés pour qu'il y ait comme un bonus à l'entrée de ces cadres-là. Il ne faut pas voir le Congo en termes figés, rien qu'à l'intérieur de nos frontières ici. Mais moi-même qui vous enseigne, dont vous parlez ce matin, j'étais à mon cours. Mais c'est le professeur Diatta, c'est le professeur Mantier qui sont venus me prendre là où j'étais, dans un cabinet ministériel. Pour dire, on sait, en fait, le téléspectateur pose un problème de formation. À l'université Marion Ngouabi, oui. C'est ce qu'il dit, que vous avez dit, qu'effectivement l'université Marion Ngouabi connaît déjà des problèmes parce que la formation n'est pas telle. Et à l'université donc de Kitile... J'ai compris sa question, il dit les formateurs viendront d'où? Je dis que, Tsengue l'a dit, nous avons des grands cadres congolais, si vous voulez, de par le monde. Il suffit de créer les éléments incitatifs pour qu'il y ait, comme dirait Aimé Césaire, le retour vers le pays natal. Cela peut se faire, mais quel est le levier? Le levier, ce sont les conditions de vie comparativement à ce qu'ils sont là-bas. Ces questions-là peuvent être examinées avec des bonus à l'entrée, comme un pas de porte, et on va résoudre ce problème-là. Et puis, même au niveau national, il y a les grands cadres. Tsengue qui est un entrepreneur, Jules qui est un entrepreneur. Ce sont les cadres qui peuvent être justement utilisés pour donner des cours ponctuels, parce que ce sont les cours polytechniques. Ce n'est pas les cours d'enseignement toujours théoriques, c'est les cours d'enseignement pratique. Nous avons les grands entrepreneurs. Nous avons Elie Smith, qui, par sa formation au quotidien, c'est déjà un grand professeur en matière de journalisme. Donc, le Congo peut faire ça. Et avec un peu d'incitation au démarrage, nous occuperons un rang honorable au niveau africain, pourquoi pas au niveau mondial demain. Alors, un téléspectateur voudrait savoir, donc, il reste donc au gouvernement congolais de faire de développer un véritable plaidoyer en faveur de la politique nationale de l'emploi. Allez-y. Mon frère Tsengue qui dit que nous avons besoin de soutien. Parce qu'aujourd'hui,
le Congo rêve d'être un pays émergent en 2025. Comment arriver un pays émergent en 2025 si nous faisons de la jeunesse notre marche-pied? Comment arriver à un pays émergent en 2025 s'il n'y a pas l'autosuffisance alimentaire? Je pense que si l'économie n'est pas totalement assise. On dit bien que l'agriculture est la base de l'économie d'un pays. L'État doit nous soutenir, ceux qui ont des projets. Moi, je vise d'être leader à Brazzaville dans mon secteur et pourquoi pas en Afrique centrale, mais j'ai besoin de l'aide et du soutien du gouvernement. Si le gouvernement ne nous soutient pas, nous allons traîner. Moi, je peux former les jeunes dans mon secteur, mais pour former les jeunes, nous avons besoin du soutien de l'État. Nous demandons à l'État de soutenir les gens, des jeunes qui ont des projets viables pour que le niveau du chômage puisse être réglé au Congo-Brazzaville. Monsieur Tsengue, votre entreprise existe depuis quand? Et vous n'êtes pas assisté par l'État congolais? Vous n'êtes pas accompagné par l'État? Non, jusqu'à présent, on n'a pas reçu un soutien de l'État, ce qui est justement assez étonnant. Malgré tous les efforts que nous avons faits en matière d'innovation, nous sommes une entreprise innovante. C'est-à-dire que nous apportons beaucoup d'innovation en termes d'équipement, de machines. Nous avons mis au point ces machines qui répondent à des besoins véritablement locaux. Des gens qui, voilà. Et aujourd'hui, nous commençons à faire de l'activité de construction navale. Et jusqu'à présent, effectivement, depuis déjà à peu près, je pense, une dizaine d'années que nous existons, mais en fait, on a eu tellement de difficultés de démarrage que nous avons commencé notre activité d'exploitation à peu près il y a 7 ans. Il y a 6-7 ans, quoi, disons, et tout. Mais ça a été tellement difficile. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'on n'a pas reçu ce soutien qu'on devrait attendre naturellement du gouvernement de notre pays, quoi, disons, et tout. Ne serait-ce que dans le foncier, par exemple. Vous savez, vous voulez vous installer, vous ne savez pas. Ça sera le problème de la plupart des gens, ou même des jeunes de l'université qui voudront créer. Un jeune qui a un projet aujourd'hui, s'il veut créer une petite entreprise pour faire, par exemple, le manioc, pour faire la chikwang et tout, il va le faire chez lui, dans son quartier. Normalement, c'est inadapté. Ailleurs, vous avez des pépinières d'entreprises. C'est-à-dire que vous avez l'État ou les pouvoirs publics ou les mairies mettent à disposition ce qu'on appelle parfois des hôtels d'entreprise, ce qu'on appelle des pépinières ou bien des bâtiments qui sont aménagés de façon, il y a de l'eau, il y a de l'électricité, et les gens, en fait, ils ont ces facilités-là de telle façon qu'ils payent des loyers qui sont modiques parce que c'est subventionné, justement. C'est ça les mesures d'incitation. C'est subventionné, et ces gens, dans les pépinières, ils sont, si vous voulez, ils ont des activités mutualisées. C'est-à-dire qu'il y a un gardien pour tout le monde. Par exemple, Challenge Futura est obligé de payer un gardien. Mais si on était dans une pépinière, vous avez un gardien pour tout le monde. Donc le coût du gardien est divisé peut-être par 30 ou par 50. Et la même chose pour la comptabilité pour une entreprise qui démarre. Vous avez un comptable pour tout le monde, le secrétariat. Pour une entreprise qui démarre, toutes ces activités sont tellement importantes que si elles sont mutualisées en pépinière, ça permet d'inciter les gens à la création d'entreprises. C'est ce qui fait que les gens échouent. Parce que au lieu de se consacrer à son activité, soit d'ingénierie, de production, de se concentrer sur cette activité, il est dispersé parce qu'il a le problème de comptabilité, il a le problème juridique, il a le problème du gardien. On lui vole les choses la nuit, il ne va pas dormir. Enfin, bref, il faut faire en sorte que l'incitation dont je parlais là, par exemple, c'est cela. C'est-à-dire faire en sorte que vous débarrassez la personne qui veut entreprendre, le jeune entreprendre de certaines activités qui vont venir après, mais qui au départ vont le plomber. Nous sommes presque à la fin de l'émission, ça sera donc votre dernier mot. Attendez, je voudrais quand même dire quelque chose de très important. Oui, 30 secondes encore. 30 secondes alors. Je vais vous dire l'incitation, l'innovation. On veut être émergent, mais émergent rime avec innovant. Il rime aussi avec entreprenant. Et vous savez, aujourd'hui, il nous faut un leadership innovant. Il nous faut un gouvernement innovant. Plus innovant qu'il l'est aujourd'hui, si on veut être émergent demain. Il nous faut une jeunesse aussi qui soit plus innovante. Il nous faut une fonction publique qui soit innovante. Il nous faut une administration, des mairies, des pouvoirs publics qui soient innovants, qui soient entreprenants. Parce que l'innovation, c'est cela, c'est aussi à travers les textes. Regardez le code du travail que nous avons aujourd'hui. C'est un code du travail qui date de l'époque de la dictature du prolétariat.
Et vous voulez faire l'émergence avec un code du travail qui est de la dictature du prolétariat? C'est pas possible. On aura d'autres occasions pour parler d'un tel sujet qui est tout de même intéressant. Monsieur Gilles, un dernier mot? Bon, ce que je peux dire après ce débat, c'est d'attirer l'attention au gouvernement, d'aider ceux qui ont des projets, ceux qui ont des projets de développement durable, et de dire aux jeunes aussi de se mettre, de ne pas croiser les bras, de se lancer, de ne pas toujours se plaindre, d'essayer au moins de créer des entreprises pour aider le gouvernement à vous aider. Honorable, on va clore cette émission avec vous. L'espoir du Congo. Vous êtes l'homme d'économie. On le sent à travers votre plume. Qu'est-ce qu'on peut retenir de vous? Déjà le fait que vous soyez passé à cette émission, et quand on voit ce livre qui est intitulé L'action économique du président Denis Sassou Nguesso, quelles leçons tirer d'abord de ce livre et quel profit tirer, qu'est-ce que la population, sinon la jeunesse peut tirer de votre présence, votre passage au plateau, sur le plateau? Je remercie le réalisateur, les animateurs de l'émission. Je pense que c'est une émission qui répond à un besoin et qui est très riche, tout le monde s'en aperçoit. J'ai beaucoup appris en termes détaillés, parce qu'on a beau faire, le diable est dans le détail. Et ici, le détail a été très riche. Ce que dit M. Tchengue, je vous ai dit, quand vous explorez le passé des autres pays, ceux qui ont créé, qui ont fait de grandes innovations, ce n'étaient pas toujours des ingénieurs. C'était des travailleurs, ceux qui étaient au four et au moulin. Là, nous en avons l'exemple. Voilà un homme qui est au contact avec la réalité au niveau de l'entreprise et qui fait des développements qui pouvaient être des développements d'un conseiller dans un cabinet ministériel. Je crois qu'on est là. Les médias peuvent reprendre ça en écho. Des fiches de minutes peuvent être dressées pour envoyer le détail qu'il vient de faire à la prise de décision au niveau ministériel. Mais dans l'ensemble, le Congo est en mouvement vers l'émergence. Nous ne serons pas émergents en 2025. C'est un processus. Nous y sommes déjà pratiquement. Avec, je vous ai dit, tout l'effort en termes de flux circulatoires dans le pays. Les efforts que le Congo a fait pour assainir d'une certaine manière ses finances publiques. Tous ces éléments qui hier étaient relevés de la chimère apparaissent comme des éléments consistants. Nous avons des aéroports dans les chefs-lieux des régions pour permettre aux entrepreneurs d'échanger. Donc il y a les éléments déjà de création, des conditions de l'émergence. Mais il manque des obstacles qui ont été dressés ici, qui devraient faire l'objet, dont le décideur public qui nous suit prend acte pour ajouter à son modèle de développement, au modèle de développement de la nation. En ce qui me concerne, j'ai noté tout ce qu'ils ont dit et quand cela me sera rendu possible, je ferai que ce qu'ils ont dit soit traduit dans les faits pour que tout ce processus-là se réalise dans son ensemble. Mais il est enclenché. Il est enclenché. Le Congo ne travaille réellement au développement de son pays que depuis 2009. Avant 2009, il l'a dit, c'est les guerres de doctrine, c'est les guerres d'idéologie, c'est des guerres de tribus, c'est des coups d'État tous les 3 mois, comme disait M. Okoko. C'est depuis 2009 que vous avez créé un climat assez pacifié pour que ceci se fasse. Et vous voyez comment tout cela est en marche. Mais dans cette marche générale, je crois que l'apport des hommes au contact de la réalité, tel que c'est fait, est fondamental. Je ne doute pas que certains ministres les appellent au niveau de leur cabinet pour meubler en quelque sorte les conseils qu'ils reçoivent de leur conseil. Monsieur Gilles, un téléspectateur voudrait savoir où se trouve le siège de votre entreprise. Nous sommes à l'immeuble 5 février, 9e étage, et le site de production est à Makamandilo.
Voilà, quitte au gouvernement congolais donc de pouvoir faire son travail comme il se doit, au bien de toute la population congolaise. Voilà donc qui met terme à cette émission économique. Nous étions très heureux, en tout cas heureux de pouvoir recevoir Monsieur Tsingi. J'ai dit qu'il était, sinon qu'il est le directeur général de Challenge Futura. Monsieur Gilles Lutron Gabangui, lui directeur général de la société Agro-Congo, et Monsieur Sylvestre Osiala, ici. Il est arrivé sur notre plateau de MNTV en tant qu'économiste, sinon homme politique, c'est l'honorable Sylvestre Osiala. En tout cas, nous remercions toute l'équipe technique dirigée donc à la régie par Rishi Funandé, assisté de Herman Kompati. À la caméra, nous avons bénéficié des services de Bouche Kodi et aussi de Rodrigue Tchayunga. En tout cas, nous étions aussi très contents de pouvoir savoir que vous étiez nombreux à nous suivre. Continuez à suivre le programme de MNTV et à nous retrouver au prochain rendez-vous. Au revoir.